Monde numérique. C'est un objet tellement banal qu'on se demande comment on peut y consacrer un épisode de podcast. Et pourtant, il y a tant à dire sur cette petite invention qui est aujourd'hui au centre de nos vies numériques, la prise USB. Elle est partout, sur nos ordinateurs, nos smartphones, nos chargeurs, nos voitures, nos enceintes, nos claviers, nos disques durs, consoles, micros, caméras, imprimantes, batteries, etc., etc. On branche, on débranche, on recharge, on transfère des fichiers, on connecte des périphériques, sans jamais se demander ce qui se passe réellement. Eh bien, l'USB pourtant est l'une des inventions sans doute les plus importantes de l'informatique moderne. Une invention discrète, mais qui a simplifié l'usage de l'ordinateur personnel, qui a fait disparaître une jungle de câbles et de connecteurs qui existaient jusque-là, et qui a permis l'explosion des périphériques grand public. L'USB qui est en train de devenir le connecteur universel de nos vies numériques. L'USB, c'est une histoire compliquée, avec une multitude de versions, USB-A, mini-USB, micro-USB, USB-C, etc., etc. Des prises et des câbles qui parfois se ressemblent, mais pourtant ne font pas tous la même chose. Alors comment ça marche ? Pourquoi l'USB a-t-il été inventé ? Pourquoi l'USB-C est-il devenu si important ? Mais pourquoi est-ce encore parfois aussi un peu compliqué ? C'est ce que l'on va essayer de comprendre dans ce nouvel épisode de Tout comprendre, la série spéciale de Monde numérique qui vous explique les technologies qui nous entourent. Cet épisode de Monde numérique vous est proposé en partenariat avec Froghands, le pionnier de l'informatique spatialisée. Comme les inventions dont je vous parle dans cette série, Froghands ouvre une nouvelle voie. C'est une manière innovante de diffuser du contenu sur Internet, à travers des sites d'un nouveau genre, plus visuels et plus libres, qui sortent du cadre du web traditionnel. Les sites Froghands sont optimisés pour tous les écrans, y compris les casques de réalité augmentée, grâce à une technologie ouverte, respectueuse de la vie privée. C'est un véritable outil de création propulsé par un nouveau langage basé sur le XML, accessible en bêta à tous les développeurs professionnels. Froghands est un projet français tourné vers l'Internet de demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur f2r2.fr. f2r2.fr. Et merci à Froghands de soutenir Monde numérique. Pour comprendre l'importance de l'USB, il faut revenir au monde d'avant. Dans les années 80, au début des années 90, connecter un appareil à un ordinateur, c'était souvent une aventure, voire une belle galère. Parce que chaque périphérique avait son câble, son port, son pilote, ses réglages. Par exemple, les imprimantes utilisaient ce que l'on appelle un port parallèle. Les souris et les claviers passaient par des ports PS2 ou série. Les modems, les scanners, les joysticks, les disques externes, tout cela nécessitait des connecteurs spécifiques. En plus, il fallait souvent éteindre l'ordinateur avant de brancher l'appareil, puis le redémarrer. Et il fallait configurer des adresses, des interruptions, des pilotes. Ce n'était pas encore l'époque du plug and play, brancher, ça marche. C'était plutôt brancher, prier, redémarrer et recommencer. Alors l'idée de l'USB, qui signifie Universal Serial Bus, bus série universelle, est née de ce besoin très simple, créer un connecteur unique, capable de relier facilement des périphériques à un ordinateur. Le mot important c'est universal, universel, car l'objectif était vraiment de remplacer plusieurs ports spécialisés par une interface commune. Et puis l'autre innovation de l'USB, c'est que le même câble soit capable de transporter des données numériques et aussi de l'énergie. Et ça, c'était vraiment novateur. L'USB apparaît donc officiellement au milieu des années 90. Il est porté par plusieurs grands acteurs de l'informatique, notamment Intel, Microsoft, IBM, Compaq, DEC, NEC, Nortel, etc. La première caractéristique, c'est le débit, la vitesse de transfert des données. Ainsi, le premier USB 1.0 n'est pas très rapide, il faut bien le dire, au regard surtout des standards actuels. Il communique à seulement 1,5 mégabits par seconde en basse vitesse, jusqu'à 12 mégabits par seconde en pleine vitesse. Mais ce n'est pas la vitesse le plus important à l'époque, c'est l'usage. Avec l'USB, on peut désormais brancher un appareil à chaud, c'est-à-dire sans forcément redémarrer l'ordinateur. L'USB apporte une forme de fluidité qui paraît tout à fait normale aujourd'hui, mais qui était carrément révolutionnaire à l'époque.
Techniquement, l'USB repose sur une idée assez simple. L'ordinateur est le chef d'orchestre. Quand on branche une prise USB, l'ordinateur ne voit pas seulement un morceau de plastique ou de métal, il détecte s'il s'agit d'un périphérique de stockage, disque dur ou clé USB, d'une souris, d'une webcam, etc. Il récupère ces caractéristiques et il rend l'appareil accessible pour le système. C'est ce qu'on appelle l'énumération. Le périphérique dit en quelque sorte « Bonjour, je suis une clé de stockage, voici mes capacités, voici la manière dont tu dois me parler ». Et l'ordinateur répond et fait tout ce qu'il faut pour l'accueillir confortablement. L'USB fonctionne aussi avec des classes de périphériques. Et pour éviter la lutte des classes, tout est bien organisé. Une souris, un clavier, une clé de stockage, une webcam, chaque équipement obéit à des règles standardisées. Ça évite de devoir réinventer un pilote spécifique pour chaque modèle et ça permet au périphérique d'être immédiatement reconnu. Mais il peut aussi exister des pilotes spécifiques développés par telle ou telle marque. Autre idée importante, l'USB transporte donc à la fois les données et l'énergie, l'électricité, et c'est pour cela qu'on peut alimenter une souris, recharger un téléphone ou faire fonctionner certains petits appareils directement à partir du port USB, alors qu'avant, il fallait ajouter une alimentation externe. L'histoire de l'USB, c'est aussi une course à la vitesse de transfert. Après l'USB 1 à 1,5 mégabits par seconde, arrive fort heureusement l'USB 2 au début des années 2000, et là on passe à 480 mégabits par seconde. Pour l'époque, c'est énorme. Ça devient le standard de masse. L'USB 2 accompagne l'explosion des clés USB, des baladeurs MP3, des appareils photo numériques, des webcams et des disques externes. La clé USB est d'ailleurs l'un des objets emblématiques de cette époque. Avant, on utilisait des disquettes, des CD gravés, parfois des cartes mémoire pour transporter des données d'un ordinateur à un autre. La clé USB rend le transfert de fichiers ultra simple et ultra rapide. Puis vient l'USB 3.0, avec un nouveau saut quantique en matière de débit, puisqu'on passe à 5 gigabits par seconde. Là, c'est carrément stratosphérique. On passe donc dans une autre catégorie de périphériques, les disques durs externes, les SSD externes, la vidéo, les gros fichiers, etc. Mais le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, tout va commencer à se compliquer. Les générations d'USB et les dénominations vont se succéder à un rythme d'enfer, au point de rendre la situation carrément confuse. USB 3.0, 3.1 génération 1, génération 2, génération 3... Les débits atteignent les 10 gigabits par seconde, ou même les 20 et plus tard les 80 gigabits par seconde, mais les dénominations se multiplient, USB 3.1, USB 3.2 génération 2x2, enfin bref, on ne comprend plus rien. Pour le consommateur moyen, ça devient incompréhensible. À l'arrivée, deux ports USB qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau peuvent avoir en réalité des performances techniques différentes. L'un peut se limiter à une simple recharge, tandis qu'un autre permet de transférer des données à très haute vitesse, d'alimenter un écran, de recharger un ordinateur portable, etc., etc. On commence donc à apprendre et à comprendre qu'il faut bien distinguer deux choses, la forme du connecteur et la norme qui se cache derrière. Alors la forme du connecteur, justement, elle va évoluer, elle aussi. Pendant longtemps, le connecteur USB le plus connu, c'était l'USB-A. C'est cette petite prise plate, rectangulaire, que l'on trouve encore sur beaucoup d'ordinateurs, chargeurs, téléviseurs, dans des véhicules également. Alors, la prise mâle et la prise femelle. Malgré les avantages qu'elle apporte, elle a encore un gros défaut, cette prise USB-A, elle n'est pas réversible. Et quand on la branche, on peut être sûr qu'on n'est jamais du bon côté. Il faut la retourner, généralement la retourner encore une fois, on s'y reprend à plusieurs fois, on a tous connu ça, c'est infernal. Ça va durer plusieurs années, et parallèlement apparaît aussi l'USB-B, un peu moins connu, une variante carrée, souvent utilisée pour les imprimantes. Vient ensuite la prise mini-USB, qui ne ressemble plus du tout à une prise USB traditionnelle, si bien qu'on n'a même pas l'impression que c'est la même famille, et pourtant elle porte quasiment le même nom, très utilisée, la mini USB sur les appareils photo numériques. Aujourd'hui, heureusement, cette mini USB qui était bien sympa à l'époque a fait son temps et elle a disparu au profit du micro USB, comme son nom l'indique, beaucoup plus petit,
Micro USB qui a longtemps dominé les smartphones Android, les batteries externes et une foule de petits appareils. Alors à l'époque, le micro USB, c'est encore un vrai progrès. C'est plus petit, c'est pratique, c'est relativement robuste. Il y en a beaucoup sur le marché, donc on peut se les prêter pour aller d'un appareil à l'autre. Mais ce n'est toujours pas réversible. Il faudra attendre pour cela l'apparition de l'USB-C. Ah, le Saint Graal. Car l'USB-C, ce n'est pas seulement une nouvelle prise, plus fine, plus jolie, c'est celle que l'on connaît et que l'on utilise le plus souvent aujourd'hui, Elle est surtout réversible, ça veut dire qu'on peut la brancher dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a plus de côté, il n'y a plus pile ou face, et ça, c'est un vrai changement de philosophie. C'est aussi un sacré changement pour la vie quotidienne. Elle peut servir à beaucoup de choses, cette prise USB-C, comme ses prédécesseuses. Transférer des données, recharger, transmettre de la vidéo, connecter des accessoires, alimenter un ordinateur, piloter un écran externe, etc. Elle est vraiment polyvalente. Cependant, attention, comme les précédentes générations, le nom USB-C désigne bien la forme du connecteur, mais malheureusement pas les performances qui peuvent varier d'un câble à un autre. Un câble USB-C peut être très lent ou très rapide. Il peut aussi accepter des puissances de recharge de 60, 100, 240 watts ou beaucoup moins. Certains peuvent gérer l'affichage vidéo, d'autres pas. Bref, on peut avoir deux câbles qui se ressemblent parfaitement avec les mêmes prises au bout, mais qui en réalité n'ont pas du tout les mêmes capacités. Malgré son évolution, l'USB continue à nous embrouiller. Bon, alors il faut quand même voir ça de manière positive. La grande révolution de l'USB, depuis les premières générations, c'est donc sa capacité à recharger les appareils, en plus de pouvoir transférer des données. Téléphone, ordinateur, batterie externe. Désormais, presque tous les appareils deviennent compatibles avec la prise USB-C. En plus, le câble ne se contente pas de fournir un courant fixe. L'appareil et le chargeur peuvent discuter entre eux et négocier la meilleure tension et la puissance la plus adaptée en fonction du type d'appareil. Car une paire d'écouteurs n'a pas besoin de la même puissance de recharge qu'un smartphone, un ordinateur portable par exemple. Aujourd'hui, la spécification, qui s'appelle USB Power Delivery, peut aller jusqu'à 240 watts avec un câble USB-C compatible. Ça permet des usages qui nécessitaient autrefois des blocs d'alimentation propriétaires. C'est aussi ce qui explique que l'Union européenne ait décidé de mettre son grain de sel là-dedans et d'imposer l'USB-C comme connecteur universel pour les appareils électroniques, afin de limiter la profusion de chargeurs divers et variés. Depuis 2024, les smartphones d'abord, puis les ordinateurs portables, doivent impérativement fonctionner en USB-C. Le but, c'est de réduire les déchets électroniques en limitant l'accumulation de chargeurs au fond des tiroirs au fil des générations d'appareils. L'Europe a même réussi à faire plier Apple, qui a dû équiper ses iPhones et ses iPads en USB-C à la place de son connecteur propriétaire Lightning. Bref, le rêve d'universalité de la norme USB a eu besoin d'un dernier petit coup de pouce réglementaire pour se réaliser. Mais malgré cela, il reste encore un malentendu. Si la prise est devenue universelle, les fonctions de l'USB-C ne le sont toujours pas. Prenons un exemple simple, vous avez un câble USB-C, vous le branchez entre votre ordinateur et un disque dur externe, le disque fonctionne, mais les transferts peuvent être très lents. Pourquoi ? Parce qu'en fait le câble ne supporte que l'USB 2.0, il a la forme d'aujourd'hui, mais il a une génération technique de retard. Autre exemple, vous branchez votre ordinateur portable à un écran avec un câble USB-C, et là rien ne s'affiche. Pourtant, ce même câble est capable de recharger l'ordinateur, donc il fonctionne, mais il ne transporte pas le signal vidéo. Il ne répond donc qu'à une partie seulement des spécificités techniques. C'est là que l'USB devient paradoxal, parce qu'il a été inventé pour simplifier, et il a réussi à simplifier énormément de choses, mais en accumulant les fonctions, en devenant hyper sophistiqué, avec la multiplication des versions, il a créé une nouvelle forme de complexité.
Alors heureusement, il y a un organisme qui essaye de mettre un peu d'ordre dans tout ça, c'est l'USB-IF, qui gère la norme USB et qui pousse notamment pour une communication plus lisible autour des performances, en demandant aux fabricants d'afficher clairement les débits au lieu des générations d'USB. 5 gigabits par seconde, 10 gigabits, 20 gigabits, 40, 80, etc. C'est beaucoup plus clair. Le problème, c'est que en 2026 encore, le marché compte de nombreux produits avec d'anciens noms, des logos peu visibles et même des câbles carrément pas identifiés. Résultat, l'utilisateur doit parfois jouer au détective pour trouver le câble qui répond précisément à ses besoins. Il existe aussi une confusion entre l'USB et un autre standard de transfert de données, le Thunderbolt. Thunderbolt, c'est une technique qui a été développée par Apple et Intel, qui a été pensée pour les très hauts débits comme les écrans haute définition, les stations d'accueil ou encore les disques SSD ultra rapides. Problème, visuellement, une prise Thunderbolt est absolument identique à une prise USB-C. Et pourtant, l'usage et le transfert de données n'est pas du tout le même. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. En gros, l'USB, c'est la route nationale qui va partout et qui accepte presque tous les véhicules. Ça permet de brancher tout sur tout. Tandis que le Thunderbolt, c'est l'autoroute, moins universelle, mais plus rapide. Alors heureusement, aujourd'hui, les deux standards tendent à converger. L'USB est donc un acteur incontournable de la technologie. Et vous comprenez sans doute maintenant, après avoir écouté cet épisode, pourquoi ça méritait finalement qu'on s'y attarde un peu. L'USB, c'est un peu la prise électrique universelle du numérique, qui permet de charger, mais aussi de connecter, d'afficher, de transférer, etc. L'USB a considérablement simplifié nos vies numériques, surtout pour celles et ceux qui avaient du mal un peu à distinguer les connecteurs les uns des autres. Cela dit, attention, c'est aussi, dans certains cas, un faux ami. Par exemple, brancher son téléphone sur une prise USB publique, dans un café, un abribus ou ailleurs, peut exposer à des risques de piratage. C'est arrivé. De même, récupérer une clé USB sur un parking, dans un bureau, comme ça par hasard, et la brancher directement sur son ordinateur sans faire attention, peut causer des ravages, car elle peut contenir un code malveillant. Malgré cela, l'USB va continuer à évoluer, les débits vont encore augmenter. Pour l'instant, on reste sur la même prise USB-C, on n'a pas trouvé mieux. C'est véritablement le connecteur universel dont nous avions besoin. Voilà, si cet épisode de Tout comprendre vous a plu, eh bien ne ratez pas les autres épisodes de cette série spéciale de Monde Numérique sur toutes les plateformes de podcast et sur le site mondenumérique.info.